Bonjour à tous, je vous en prie, prenez place. C'est l'étape orléanaise du Conférence Tour qui est organisée par la GFIP en partenariat avec le journal Le Monde et qui a commencé l'année dernière, en mars dernier à Paris. Une tournée qui réunit des acteurs locaux d'horizons différents pour dialoguer, pour réfléchir sur l'inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Alors pour introduire la réunion, je passe la parole à Didier Sartier qui est le directeur général de la GFIP. Bonjour à tous, bienvenue. Heureux d'être avec vous ce matin. C'est toujours un moment fort, ces moments de conférence tour. Merci aux intervenants d'intervenir et de pouvoir témoigner. J'aurai l'occasion de le redire. Alors, comme pour chacun des conférences tours, on vous a remis, vous aviez sur vos tables un petit recueil de 10 contributions qui servent de point de départ à ces échanges. Le titre « Inclusion, explorer, aller plus loin », tout un programme. Avec ce recueil, la GFIP a donné la parole à des personnalités qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer sur le handicap. Leurs témoignages, leur expérience, leur approche nous permettent d'avoir des éclairages nouveaux. Ça peut être, et c'est très inspirant pour nous qui abordons ce sujet de manière quotidienne, puisque sont réunis aujourd'hui des professionnels, des personnes, des entreprises, et de pouvoir avoir parfois de prendre le temps de faire un pas de côté et de se poser, de réfléchir à ces notions, doit nous permettre d'avancer. Alors d'ailleurs, Dominique Lerche, ici présent, ce matin a réfléchi et a fait une intervention dans ce recueil sur nous permet de réfléchir sur la notion d'inclusion avec un regard d'historien, d'une certaine manière. Par ce recueil, par nos échanges, nous voulons apporter une pierre à la construction d'une société plus inclusive, où chacun aura la possibilité de développer son projet, ou a la possibilité de développer son projet, de s'épanouir professionnellement. C'est notre objectif, qu'il soit en situation de handicap ou non, finalement. Nous voulons aussi, et c'est très important, et je pense que ça sera encore rappelé ce matin, faire évoluer le regard, changer le regard, continuer à faire évoluer le regard. On sait que c'est important. C'est un élément essentiel pour cette meilleure inclusion, dans le monde, notamment dans le monde du travail. Alors, quand nous avons lancé ce conférence tour, nous avons justement souhaité aller dans les régions, donner la parole sur les territoires, puisque cette politique est d'abord un sujet local, un sujet de territoire, et se traite au plus près des personnes et au plus près des entreprises quand on y réfléchit bien. Et donc nous avons plutôt souhaité être une AGFIP présente au sein des territoires. Alors à nouveau, nous avons des intervenants d'horizons très divers et c'est ce qui nous permet justement de réfléchir de manière différente. Et je remercie Christine Berkovicius de nous accompagner ce matin et d'animer ce débat. Alors vous savez, le gouvernement porte de grandes ambitions en matière d'insertion des travailleurs handicapés. Il affiche la volonté d'embarquer tous les acteurs dans ce défi sociétal. Il vient de réformer l'obligation d'emploi avec des décrets d'ailleurs qui doivent sortir très prochainement. On a connu aussi une réforme assez profonde de la formation professionnelle qui a d'ailleurs la volonté de donner toutes les chances aux personnes en situation de handicap. La semaine dernière, les premiers résultats de la grande concertation sur l'offre de services proposée aux personnes handicapées et aux entreprises ont été présentés à Madame Cluzel. Finalement, vos témoignages vont sont à mon sens très importants. Ils pourront compléter les réflexions et la dynamique qui s'engage aujourd'hui dans cette modernisation, dans ces améliorations recherchées des services proposés aux personnes et aux entreprises. Alors la GFIP se mobilise et est mobilisée depuis longtemps pour accompagner les personnes et les entreprises, et notamment les entreprises, et on souhaite accompagner les entreprises dans l'appropriation des différentes réformes qui sont engagées. On a d'ailleurs rénové en 2018 notre offre de services. On a d'ailleurs un service d'accompagnement et des entreprises et de conseil des entreprises. On développe un réseau de référents handicap et nous avons d'ailleurs été aussi choisis pour animer la concertation sur l'engagement des employeurs.
cette concertation montre que nous sommes sur le bon chemin, il me semble, mais qu'il faut aller plus loin, décupler nos efforts, faire preuve encore d'innovation et embarquer tous les acteurs, ce qui apparaît important. La concertation montre d'ailleurs que les gens ne se connaissent pas assez, que des offres sont souvent en silo et doivent être mieux partagées pour finalement travailler davantage ensemble. On n'est pas si nombreux que ça pour réussir ce défi. Un des enjeux forts pour nous est évidemment de mieux accompagner les TPE-PME et permettre à toutes les personnes qu'on puisse répondre aux besoins de toutes les personnes en situation de handicap en matière d'emploi. On le sait, aujourd'hui, le taux de chômage est encore si élevé qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors à nouveau, merci d'avoir répondu présent pour que nous puissions échanger ce matin. Et avant d'engager le débat, avant d'engager la discussion, je vais laisser Arnaud Lévesque poursuivre ce mot d'accueil avec certainement une tonalité plus locale. Eh bien, bonjour à tous. Mes premiers mots sont des mots de remerciement pour votre présence nombreuse à cette conférence, des mots de remerciement aux intervenants qui sont présents et puis évidemment aux organisateurs. Pour introduire ce débat sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, comme l'a rappelé le directeur général, qui est une ambition très forte portée par le gouvernement, avec une notion qui privilégie en tout cas l'emploi direct. Je voulais revenir sur le concept d'inclusion qui met en lumière la place de plein droit de toutes les personnes dans la société, quelles que soient leurs caractéristiques. Contribuer au changement de regard, lutter contre les stéréotypes, contre les préjugés négatifs, c'est le travail au quotidien de la GFIP, mais c'est aussi le travail que vous faites vous qui êtes présents ici. Quelques points de repère au niveau de la région. Vous dire qu'effectivement aujourd'hui c'est quasiment 18 000 personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi à Pôle emploi à fin 2018. C'est une progression, hélas, encore sur l'année 2018 de 1,3%. Néanmoins, la part des demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi est quasiment la plus faible en France après l'Île-de-France. Voilà, en termes de population, voilà, on a en tout cas cette satisfaction. 70% des personnes en situation de handicap ont un niveau infra-bac, ce qui n'est pas une surprise pour vous. Cette dernière donnée, ça traduit effectivement un besoin de qualification important pour ces personnes. Et c'est un sujet d'actualité puisque vous le savez, dans le cadre du plan investissement compétences, il y a aujourd'hui une déclinaison du pacte régional d'investissement dans les compétences. Et pour la région Centre-Val de Loire, c'est 251 millions d'euros qui sont mobilisés sur les 4 prochaines années avec l'État et le Conseil régional. Vous dire aussi que c'est quasiment 3000 personnes qui sont entrées en formation l'année dernière en région Centre-Val de Loire, que ça représente à peu près 9% des personnes effectivement inscrites comme demandeurs d'emploi. On a une progression régulière d'année en année, mais voilà une progression qui se fait pas à pas, même si il faut encore continuer nos efforts par rapport à ça. Vous dire aussi que l'inclusion sur le champ de la formation professionnelle, c'est dorénavant une plus grande ouverture. On est passé de formations spécifiques, financées à 100% par la GFIP, sur des formations aujourd'hui qui s'ouvrent de plus en plus à l'accueil des personnes en situation de handicap, avec des référents handicap. Alors il y a encore évidemment un travail important à faire par rapport à ça, avec la formation de référents handicap, les faire monter en compétences par rapport à ça. Mais voilà, je trouve que c'est des signaux aujourd'hui qui sont envoyés, qui sont plutôt positifs. Ça me permet de vous faire une annonce. Le nouveau positionnement de la GFIP en matière de formation, c'est ce qu'on appelle la ressource handicap formation. Donc c'est une ressource qui va se développer, qui va voir le jour dans les semaines qui viennent, courant juin en région Centre-Val de Loire. Cette ressource, elle a pour objectif de rendre un service à tous les acteurs du droit commun
qui sont aujourd'hui pas des spécialistes de la relation emploi-formation-handicap, qui accompagnent des personnes en situation de handicap et qui les positionnent effectivement sur des formations. Une double ambition pour cette ressource, mettre à disposition des organismes de formation du droit commun un service qui va sécuriser l'entrée en formation et le suivi de la formation en veillant évidemment à identifier les besoins de compensation au démarrage de la formation. Et puis la deuxième ambition, c'est d'accompagner effectivement les acteurs du droit commun pour rendre l'appareil de formation plus inclusif et les professionnaliser effectivement sur le champ de l'accessibilité. Donc voilà, on va développer cette ressource en région dans les semaines qui viennent et on va accompagner l'appareil de formation et tous les acteurs qui interviennent sur le champ du handicap et sur le champ de la formation et évidemment aussi le droit commun. Vous dire aussi que dans cette région, le partenariat entre acteurs et ce qu'on appelle aussi le quadripartisme fonctionne plutôt très bien. La ressource handicap formation aujourd'hui est une des 39 actions qui ont été retenues dans le cadre du pacte d'investissement dans les compétences sous l'impulsion de l'État et de la région. Effectivement, un choix fort a été fait de dire on soutient cette expérimentation et en tout cas cette initiative et ce nouveau positionnement puisque ce qui va bénéficier aux personnes en situation de handicap en termes de sécurisation dans l'entrée en formation servira aussi aux publics les plus fragilisés. Donc voilà, donc c'est quelque chose où on a une lourde responsabilité de mettre en œuvre cette ressource handicap formation puisqu'on est convaincu qu'elle servira à terme pour les publics les plus fragilisés et les plus en difficulté en termes de compensation en formation. Néanmoins, il faut continuer à aller plus loin. Aller plus loin, ça impose de se réinterroger sur ces pratiques, ça impose de changer d'angle effectivement dans ces pratiques. C'est l'objet de notre réflexion de ce matin avec nos intervenants. Il faut sortir un peu des sentiers battus, il faut se réinterroger, il faut réfléchir ensemble avec des regards effectivement un petit peu différents de nous professionnels qui sommes sur une relation spécifique emploi-formation. Et c'est en ça que le débat et en tout cas l'échange va être particulièrement intéressant ce matin. J'en termine et un petit mot sur les entreprises. Saluer la prise de conscience des entreprises qui envisagent désormais la question du handicap en entreprise, qui la mettent en œuvre et qui la mettent en œuvre souvent sous l'angle de la qualité de vie au travail dans une politique RH plus globale. Et on n'est plus aujourd'hui sur un segment spécifique handicap. Le handicap, on parle d'inclusion, il a besoin d'être pensé dans une politique RH globale. Et aujourd'hui, c'est en tout cas ce qui se met en œuvre de plus en plus. Il faut faire que cette différence des personnes en situation de handicap rime souvent avec compétence. Donc il faut l'appréhender du mieux possible. Et en tout cas, on est là pour vous accompagner par rapport à ça. Pour moi, l'entreprise inclusive, elle est vraiment à l'ordre du jour. Sans contrat de travail, effectivement, il n'y a aujourd'hui pas d'inclusion professionnelle. Donc on a forcément besoin des entreprises. Voilà, j'en termine sur ce petit mot d'introduction. Place au débat. Un grand merci à nouveau aux intervenants et puis j'espère que la salle sera très réactive et interactive avec nos intervenants pour que le débat soit très riche. Merci beaucoup. Merci pour ces mots d'introduction. Nous allons maintenant donc ouvrir cette table ronde. Alors, je vais vous présenter nos 5 invités dans un instant, mais sachez qu'à la fin, donc, comme vous venez de le dire, nous aurons un temps d'échange. Donc voilà, réservez vos questions pour la fin de la matinée. N'hésitez pas à réagir, à apporter vos témoignages. Et donc cette table ronde va nous permettre de confronter des expériences, des points de vue, d'imaginer de nouveaux leviers. Alors vous avez évoqué un certain nombre d'avancées, d'éléments positifs. Moi, la semaine dernière, j'écoutais la radio, j'ai entendu le dernier baromètre du handicap où 4 personnes interrogées sur 10 disent que leur situation s'est dégradée à beaucoup de points de vue, accessibilité, transport, emploi, lutte contre la pauvreté. Donc on voit bien que c'est un combat, que le combat n'est pas gagné et qu'il reste beaucoup à faire. Et voilà, nos invités sont là aussi pour nous donner des pistes, nous faire réfléchir, nous parler de leur expérience. Et puis je vous invite effectivement à lire le petit livret qui vous a été remis et qui est aussi très riche de points de vue et d'idées.
Dominique Lerche, vous êtes effectivement l'un des contributeurs de ce petit livret. Vous êtes docteur ès lettres. Vous êtes agrégé d'histoire, inspecteur d'académie honoraire et en plus de vos travaux académiques, vous avez dirigé de 1999 à 2007 l'Institut national qui est chargé de former les enseignants qui exercent dans le domaine du handicap. Et c'est donc un domaine que vous connaissez particulièrement bien et vous nous apporterez votre expertise. Dora Blasberg, à côté de vous, vous êtes psychologue du travail de formation. Vous travaillez chez EDF à la centrale nucléaire de Chinon dans le domaine du management des compétences. Vous êtes aussi vacataire en Master 2 à l'Université de Tours en psychologie du travail. Et vous êtes vous-même handicapé, même si cela ne se voit pas, vous nous direz. Et vous êtes détaché par votre entreprise un jour par semaine dans une association tourangelle qui s'appelle Hippocampe, mais qui a une action nationale et de très belles opérations que vous nous détaillerez en faveur de l'inclusion des handicapés au plan social, culturel, professionnel. Une action très large. À côté de vous, Pierre Bouby. Alors, vous êtes notre candide de la matinée. Vous n'êtes pas handicapé, vous n'avez pas de lien particulier avec le handicap. Vous êtes footballeur professionnel. Vous avez 35 ans, vous êtes défenseur à l'USO, donc l'équipe de la métropole qui évolue en Ligue 2 et qui termine une belle saison. Vous avez joué à Nîmes, Metz, Évian. Et quand vous n'êtes pas sur les terrains, vous êtes connu comme chroniqueur aux grosses têtes avec Laurent Ruquier à vos heures perdues. Et puis vous êtes aussi très actif sur Twitter avec 40 000 followers et parrain aussi de 2 associations qui œuvrent en faveur pas seulement du handicap, mais aussi du handicap auprès des enfants, les apprentis d'Auteuil et Un jour meilleur. Christopher Maublanc. Alors vous avez 30 ans et vous avez fondé votre entreprise de fabrication et de restauration de meubles il y a 1 an, Ébénistar. Vous êtes installé en auto-entrepreneur au sud de Blois, dans le Loir-et-Cher, et vous êtes déficient visuel de naissance, ce qui veut dire que vous avez un champ visuel très limité et vous êtes ébéniste. Enfin, François-Paul Bérel, je crois que vous avez été le Benjamin de notre table ronde. Vous êtes ancien élève de l'école de commerce de Tours et vous êtes fondateur d'une start-up parisienne, même si vous êtes orléanais, qui facilite l'accès des handicapés au monde du tourisme et des loisirs. Et vous l'avez fondée il y a 1 an. Vous nous expliquerez ce que vous souhaitez faire. Alors le handicap, c'est souvent un parcours d'obstacles. Christopher Maublanc, vous l'avez vécu dans votre chair. Vous m'avez dit tout à l'heure, je vais parler cash, j'ai vraiment rien à cacher. Voilà. Vous allez prendre le micro qui est devant vous. Votre démarrage dans la vie n'a pas été facile. Vous avez préféré passer pour un mauvais élève plutôt que d'afficher votre handicap. Alors je crois que durant cette période-là, vous vous êtes quand même senti très seul. Oui, tout le monde m'entend, c'est bon ? Alors bonjour à tous. Donc oui, tout à fait. Dès la scolarité, ça a été très compliqué, car je pense tout simplement qu'il y a eu un mauvais accompagnement pour mes parents, pour les orienter pour ma scolarité. Et du coup, le monde scolaire n'est pas forcément facile, donc je suis rentré dans un monde de moquerie, d'injustice et de tout ce qui va avec. Et du coup, pour me faire respecter, j'ai préféré me voiler la face et faire comme si j'étais comme tout le monde. Mais du coup, vu que je voyais pas ce qu'il y avait écrit au tableau et que je le disais pas, j'étais pas bon élève. Je ramenais pas ma tenue de sport parce que si on faisait un jeu de ballon, je voyais pas le ballon. Donc voilà, dès la scolarité, déjà, le handicap a été très contraignant. Et comment est-ce que ça se fait qu'on peut laisser un élève dans cette situation-là, que personne n'ait réagi dans votre entourage et dans le monde scolaire ? C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y avait un manque d'accompagnement les ophtalmos, par exemple, auraient pu être mis au courant qu'il y avait des solutions alternatives, des écoles spécialisées, enfin je sais pas moi. Mais je pense que voilà, la source c'est ça, c'est l'accompagnement des parents d'enfants handicapés déjà. Je pense que ça peut... Parce qu'aujourd'hui, du coup cette scolarité qui a été très compliquée, ça m'empêche d'assumer mon handicap, même encore aujourd'hui je ne l'assume pas totalement. Alors,
Dora Blasberg, vous avez un parcours scolaire complètement différent. Pourtant, vous souffrez de 2 maladies orphelines, dont une maladie des os. Vous nous direz peut-être ce que ça a impliqué pour vous. Mais vous avez fait de belles études universitaires. Il y a seulement 2% des personnes handicapées qui réussissent à suivre un cursus en études supérieures. Donc vous êtes le bon exemple, on va dire. Alors comment s'est passée votre scolarité? Est-ce que vous, au contraire, vous avez eu le sentiment d'être bien accompagné? Est-ce que votre handicap a été pris en compte? Est-ce que vous pouvez nous dire comment, en étant handicapé, on peut quand même réussir un parcours universitaire? Tout à fait. Bonjour à tous. Donc pour ma part, j'ai appris que j'avais un handicap quand j'avais 6 ans. J'étais hospitalisée. Ils pensaient que je m'étais cassé la clavicule et en fait, j'ai eu l'espèce de truc qui nous tient en arrière pendant longtemps, qui faisait mal parce qu'en fait, c'était pas ça. J'avais pas ça. J'ai une maladie dans un os qui se déforme. Enfin bref, qui a une forme de gruyère un petit peu. Un truc original. On m'a dit faudra peut-être l'amputer du bras. 6 ans. Bon, je me rappelle, j'étais traumatisée, je suis retournée à l'école, c'était affreux. Et en fait, moi, j'ai eu la chance que ma scolarité, tout le monde a continué à avoir le même regard. C'est-à-dire que, oui, j'avais quelque chose, mais c'est pas grave. Donc le sport, mes professeurs adaptaient mon sport en fonction. Les cours, si je mettais un peu plus de temps à écrire, parce que c'est le bras droit, donc je suis droitière, pas de chance, tant pis, je mettais un peu plus de temps. Pour les examens, j'ai toujours eu le tiers-temps. Donc moi, le regard, il n'a pas changé. Et mes parents aussi ont fait partie de cet environnement qui a permis que je continue mes études. À la fac de Tours, j'ai même eu une personne qui prenait des notes pour moi quand j'avais des périodes de crise. Donc tout au long de mon parcours, vraiment, j'ai eu ce qu'il fallait pour avoir... tout bien. Et c'est la deuxième maladie aux os, donc c'est une spondylarthropathie, un truc un peu compliqué là, qui arrive généralement aux personnes un peu plus âgées. Bon, vous voulez pas. Et donc ça, je l'ai appris que récemment. Mais en fait, il paraît que je l'avais aussi depuis un moment. Donc pour ma part, c'est vrai que j'ai eu cette chance que le regard ne change pas. Et je pense que ça a permis d'accepter ce handicap qui ne se voit pas, parce que je pense que personne ne l'aurait su si je l'avais pas dit. Dominique Lerche, j'aimerais avoir votre réaction sur ces 2 parcours de vie complètement différents. Alors, est-ce que vous qui avez travaillé sur la formation du personnel qui accompagne les jeunes handicapés, est-ce que les enseignants sont bien formés? Est-ce que du coup les jeunes handicapés sont bien armés pour affronter le monde extérieur, la société en général, pas seulement le monde professionnel? Au fond, est-ce qu'ils savent comment faire? De toute évidence, la réponse est complexe dans la mesure où il faut regarder où ça se trouve géographiquement et donc quelle est la proximité éventuelle de pôles où se trouveront des réponses, donc des pôles médicaux ou des pôles de formation. Et puis la chronologie aussi qui est extrêmement importante. J'attire votre attention sur le fait que la salle ici s'aperçoit spontanément qu'il y a 2 interprètes en langue des signes. Est-ce que vous êtes capable de mettre une date sur ce fait-là? En ce sens, à quel moment est-ce qu'en France, quand il y a une conférence, quand il y a des exposés, on met la langue des signes à disposition? Écoutez, j'aurais tendance à dire ça a à peine une 30aine d'années, peut-être même une 40aine. C'est Lang, le ministre Lang, je ne fais pas de politique à court jus, je veux dire, qui a pu porter au niveau européen le fait que la langue des signes étant filmable, il y avait bien une trace qui restait et que par rapport à l'écrit, il y avait quelque chose à plaider. Et donc à partir de ce moment-là, les universités, enfin, se sont mis à dire, tiens, il faudrait peut-être qu'on ait un diplôme universitaire validant la formation à la langue des signes. Et je ne vous raconte pas, parce qu'il y a des tas de boîtes à ouvrir, l'épopée qu'a été de mettre des gens non bacheliers, non certifiés d'études, etc., mais qui étaient d'excellents langueurs signés, à la disposition d'universités qui ensuite ont formé leur propre réseau.
je crois qu'il faut bien voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont extrêmement récentes et que nous acceptons. Bon, alors, dans un cas, vous avez eu la possibilité, à un moment, 6 ans, de diagnostiquer les choses. Et c'est du handicap. Alors, les mots peuvent être blessants, ce n'est pas du tout mon intention. C'est un handicap physique et qui ne touche pas ni votre cerveau ni votre vue. Alors que là, dans votre cas, cher monsieur, la médecine, le médecin traitant et l'entourage médical immédiat n'a pas fonctionné. Je vois tel de mes copains, c'est un mot fort pour moi, qui me dit « j'ai des enfants qui viennent me voir, ça ne marche pas à l'école ». La première des choses que je fais, c'est on va regarder la vue. Et ensuite, on va regarder le... Bon, alors il ne s'agit pas de rejeter la balle en disant vous m'interrogez en tant que répondant du système éducatif, et puis tout à coup, il dit attention, balle à gauche, et c'est pour le... Ah, non, non. Je crois qu'il y a tout un aiguillage complexe qui fait que géographiquement, à tel moment donné, il va se passer telle chose pour telle ou telle personne. Et ce qu'on peut simplement dire, mais simplement, c'est que malheureusement, en dehors de toute langue de bois, la formation des enseignants a singulièrement rétréci, mettons, ces 15-20 dernières années. Or, si vous n'avez pas devant des élèves, des enseignants, entre guillemets, correctement formés, ça posera problème. Et surtout, à partir du moment où on dit que tout enfant a droit à l'école du quartier, ça veut dire que le maître ou la maîtresse de l'école de quartier doit avoir au moins une petite formation sur la question du handicap. Et ce n'est pas le cas. Et vous avez une explication sur ce rétrécissement de la sensibilisation, de la formation financière. Il n'y a pas d'argent. Excusez-moi de vous couper, Dominique. Comment dire, améliorer la formation des professeurs, je suis d'accord, mais je pense qu'avant tout, il faudrait déjà sensibiliser dans les écoles au handicap. Parce que, oui, sensibiliser même les élèves, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a eu un manque d'information pour mes parents, mais il y a eu aussi l'entourage amical, enfin, du coup, c'est pas des copains, mais quand on est mal entouré, c'est sûr que quand on ne connaît pas, on juge. Tout le monde est pareil, et ça, personne dira le contraire. Donc si ces personnes-là sont informées, enfin les enfants sont informés, je pense qu'après ils peuvent peut-être avoir un autre regard sur le handicap. Donc c'est bien là la réunion parents-directeurs d'école qui informe qu'il y a tel type de handicap dans l'école et qu'il y a un certain nombre de conséquences à en tirer. Mais encore une fois, il faudra bien que le directeur d'école, dans la petite semaine de formation qu'on lui alloue actuellement, on ait 2 ou 3 heures sur le handicap. Alors, François-Paul Vérel, vous n'aviez pas plutôt de lien particulier avec le handicap. Et c'est pourtant sur ce sujet, sur cette thématique que vous avez choisi de démarrer votre vie professionnelle. Je pense que ça n'est pas forcément très courant lorsqu'on a une vingtaine d'années. Et je crois que vous avez fait très tôt le constat que notre société n'était pas très accueillante pour les handicapés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est fait chez vous cette prise de conscience ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, moi, en fait, j'ai passé toute ma scolarité jusqu'à mes 18 ans à ne pas voir le handicap. Pour moi, ça n'existait pas. En fait, j'avais vu personne d'handicapé dans la rue, dans ma scolarité. Voilà, c'était totalement caché. Et en fait, en entrant en école de commerce, on devait faire des projets de groupe pour apprendre, entre guillemets, à être les managers de demain. Et donc pour ça, il fallait trouver en fait, des projets à faire. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tournoi de rugby caritatif pour aider une petite fille polyhandicapée. Et en fait, là, c'était vraiment mon premier contact direct avec le handicap. Et bon, j'ai pas commencé avec le handicap le plus simple non plus. Et nous, en fait, ce qu'on voulait faire, donc, c'était faire un tournoi donc, qui soit à la fois accessible pour les personnes, mais aussi un tournoi qui soit handivalide pour pouvoir faire participer tout le monde. Et là, c'était le début des ennuis, parce que trouver un stade,
trouver des équipes, trouver des joueurs, être d'accord avec les règles du rugby, et aussi avec les assurances, pouvoir faire participer des personnes qui ont un handicap avec des personnes qui n'ont pas de handicap. C'était assez compliqué. Et en fait, à la fin de cet événement, donc ça durait toute l'année, hein, le projet, à la fin de cet événement, j'ai eu envie de faire plus, parce que je me suis bien rendu compte que le loisir, en fait, c'était un vecteur d'inclusion, un vecteur d'insertion sociale privilégié. Et donc, j'ai cherché à faire plus. Et c'est comme ça qu'est venue en fait à la fois ma fibre entrepreneuriale, mais aussi mon intérêt pour le handicap. Pierre, vous avez la chance de vivre dans le monde du sport. Est-ce que dans le monde du sport, est-ce qu'on peut dire que le handicap trouve peut-être mieux sa place ou est en tout cas plus valorisé au travers du handisport? Est-ce que vous estimez que ces performances sont estimées à leur juste valeur? Bonjour à tous d'abord. Et puis moi, c'est vrai à travers le sport et mon métier, je suis confronté aussi à rencontrer pas mal d'associations, que ce soit dans le handicap ou autre. Je ne vais pas vous apprendre, je pense que vous êtes au courant, il existe déjà depuis un petit moment du CCFoot, qui est du football pour les déficients visuels, comme toi par exemple. Et en fait, c'est un match comme un autre, un peu avec des petits terrains, avec une cloche dans le ballon qui permet aux malvoyants de pouvoir se déplacer. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, j'ai été assez surpris du niveau en fait, parce qu'il développe, enfin tu vas confirmer, mais il y a un développement de l'ouïe, de tous les autres sens en fait qui interagissent. Et c'est vrai que dans le milieu du sport, c'est quelque chose qui a une importance capitale, parce que quand on voit, nous, en étant valide, ce qu'on arrive à faire, forcément, quand on voit quelqu'un avec un membre en moins qui arrive à faire des performances quasi égales, c'est quelque chose de dingue, parce qu'on voit la puissance et l'énergie qu'on y met, même au niveau du temps. Moi, je suis parti de chez moi à 12 ans pour me former dans le football. J'ai vagabondé un peu à droite, à gauche. Ça a été beaucoup de sacrifices. J'ai quitté mes parents à l'âge de 12 ans aussi. J'ai été en internat. Enfin, ça a été une galère, mais ça a été une vraie épreuve de la vie. Et en même temps, on rencontre des gens grâce à notre métier qu'on n'aurait pas rencontré dans d'autres circonstances, quoi. Donc, et ça permet d'évoluer, ça permet d'apprendre des choses, et ça permet aussi de se confronter aussi à la vraie réalité qu'on voit pas forcément, parce qu'on a un métier où on est un peu cajolé, on est un peu des assistés de la vie, nous on nous fait tout, donc forcément quand on a besoin d'aider les autres, ça fait du bien, mais pour autant on apprend et on se dit qu'il n'y a pas forcément de différence entre les valides et les non-valides. Donc voilà, j'ai la chance de faire ce métier aussi pour rencontrer des gens comme ça, et puis faire ce genre d'événement pour partager aussi des choses, et puis être amené un peu à la vie réelle, quoi. Alors, merci. Vous, Christopher Maublanc, la vie réelle, elle ne vous a pas cajolé, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'après l'école, il y a eu les débuts dans la vie professionnelle, et là non plus, ça n'a pas été facile. Vous m'avez dit que vous avez eu le sentiment de beaucoup d'injustice, d'abandon, clairement, écarté. Et finalement, vous avez décidé de prendre votre destin en main, parce que voilà, c'était la façon la plus évidente d'avancer pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce cheminement qui a été le vôtre jusqu'à la création de votre Oui, projet? alors du coup, la scolarité primaire et le collège passé, j'ai décidé de faire un apprentissage en mécanique, car dans la famille, on est passionné par le sport automobile. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai appris que je ne pourrais jamais conduire, donc déjà, la passion pour le sport auto... C'était un peu différent, même si j'y suis toujours. Donc le CAP mécanique, au bout d'un an, j'avais d'excellents résultats parce que j'étais épanoui, je faisais ce que j'aimais. Je devais avoir 16,5 de moyenne au CFA, mais on m'a mis inapte parce que je pense que le patron, clairement, il voulait pas s'embêter. Il y a dû y avoir des arrangements entre eux. Bon, de toute façon, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc après j'ai eu une période de 3 ans où j'ai rien fait clairement, parce que pour moi je pourrais plus, j'y arriverais pas, j'étais pas comme les autres.
Et après, j'ai enchaîné des petits boulots à droite à gauche et échec sur échec parce que quand on est épanoui dans une entreprise et que les patrons, eux, ils sont même, enfin bon, entre guillemets, ils sont même pas informés qu'on est handicapé parce que même si on le dit aux boîtes d'intérim, je sais pas, croire qu'il doit y avoir une barrière dès qu'il y a le mot handicap, ça doit pas passer dans les imprimantes. Et alors du coup, j'ai même fait une entreprise une fois où on était 2 personnes, une valide qui avait pas envie de bosser, moi qui avait qu'une seule envie, c'était de bosser. La version que j'ai eue, on peut pas te garder parce que le patron veut pas s'embêter qu'un handicapé. Voilà. Donc des coups comme ça fait très mal et c'est des blessures qui sont très dures à cicatriser. Et donc aujourd'hui, arrivé à 30 ans, après 10 ans de manque de confiance à cause des patrons pas très cool, j'ai décidé de créer mon entreprise d'ébénisterie. Je sais que certains me diront comment il fait pour travailler le bois s'il voit rien. Mais j'ai quand même une certaine autonomie. Il faut savoir que même un ébéniste qui est valide, le toucher est très important. Et moi, c'est un sens qui est ultra développé. Et bah, c'est sûr que je m'adapte. Je ne vais pas forcément travailler avec les mêmes méthodes qu'un valide, mais le résultat est le même. Et je suis également, donc j'ai créé mon entreprise l'an dernier qui s'appelle Ébénistar. Et j'en suis très content d'ailleurs parce que je suis enfin épanoui. Je suis sorti de ma zone de confort parce que quand on est ouvrier et entrepreneur, c'est pas le même confort. Mais je suis épanoui. Et cette année, j'ai décidé de développer mon activité en me consacrant aux personnes handicapées. Et je souhaite leur offrir du mobilier adapté à leur handicap, tout handicap confondu. Et leur offrir ces meubles grâce à des financements participatifs. Vous expliquerez tout à l'heure comment vous allez réussir à développer ce nouveau projet. Mais sur la création de votre entreprise, donc vous êtes auto-entrepreneur. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que vous avez trouvé des ressources parmi les représentants, les institutions dont les représentants sont dans cette salle? Est-ce que au moins, quand vous avez abordé ce champ-là, est-ce que ça a été un peu plus facile que lors des étapes précédentes? Ah oui, bien sûr. Bon, bah, comme toute personne, j'ai été frappé à la porte de Pôle emploi, qui m'ont orienté vers la BGE ISMER. Et de par la BGE ISMER, le bureau de gestion des entreprises qui se trouve à Blois. Bon, il y en a un petit peu partout. Et j'ai été orienté vers la GFIP. Et aujourd'hui, je peux le dire, sans la GFIP, j'aurais pas pu créer mon entreprise. Car j'ai 2 enfants, une petite femme, on a des projets et on n'a pas forcément... l'occasion de pouvoir emprunter des grosses sommes d'argent et grâce à la subvention de 5 000 € de la GFIP, j'ai pu prendre mon envol. Et que je remercie d'ailleurs. Dora Blasberg, vous n'avez pas eu de difficultés pour trouver du travail. Vous m'avez dit que ça avait été facile à la sortie de vos études. Mais vous vous êtes posé une question, vous vous êtes demandé si vous deviez afficher ou non le fait que vous étiez handicapé. Alors je voudrais savoir pourquoi vous avez eu ce questionnement et aussi comment vous l'avez résolu. Tout à fait. Donc pour ma part, j'ai eu une proposition de CDI dans la société dans laquelle j'étais en stage de Master 2. Donc je l'ai accepté, bien évidemment. C'était sur Paris et ils m'ont propulsée au poste de directrice des ressources humaines d'une boîte de 80 personnes. J'avais 22 ans, un truc comme ça. Bon, bonne épreuve, c'était sympa, bon poste. Et puis quand j'ai voulu changer pour avoir d'autres horizons, d'autres choses, j'avais fait entre-temps ma reconnaissance de travailleur handicapé, la RQTH, et je me suis dit, bon, est-ce que je le mets sur mon CV ou pas ? Il y a de plus en plus d'entreprises, surtout en tant que psychologue du travail, travaillant dans les ressources humaines, qui font le CV anonyme, c'est-à-dire pas de nom, pas d'adresse, pas de photo, parce qu'on sait que tout ça, ça a des conséquences sur l'employabilité. Un nom qui sonne un peu bizarrement, enfin moi typiquement Blasberg, on m'a dit oh, « t'es juive, ah mais tu travailles bien ». Bon, eh ben non, non. Enfin oui, je travaille bien, mais non, bref. Et donc tout ça, ça a des conséquences sur l'employabilité. Et la noter reconnaissance RQTH, c'est pareil, ça peut faire peur à l'employeur ou au contraire, ça peut lui dire ah. C'est une personne RQTH, elle a fait des grandes études, donc elle doit avoir quand même quelques capacités. Donc c'est bien pour mon quota, mes pourcentages de personnes dans l'entreprise, mais mon quota de mon pourcentage. Donc c'est une vraie question que je me suis posée. J'ai fait des versions avec, des versions sans. Et au résultat, finalement, j'ai mis que j'étais RQTH sur mon CV et j'ai ajouté une phrase sans conséquence. Je ne sais plus comment je l'avais tournée, mais je sais, c'est dramatique. Moi, j'ai trouvé ça dramatique, sincèrement, de devoir mettre ça. Parce que ça veut dire que des personnes qui ont une RQTH avec des conséquences dans le milieu professionnel, à 2 CV égales, je pense qu'ils me prenaient moi. C'est affreux de mettre ça. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis d'être intégrée
dans une autre entreprise. Et puis maintenant, j'ai encore changé et je suis dans le groupe EDF. Clairement, je suis le dernier recrutement pour le groupe EDF France, SA, dans les ressources humaines parce que maintenant, ils n'emploient plus à l'externe. Et je suis le dernier recrutement parce que j'étais RQTH et parce que du coup, mon recrutement à l'externe a été validé comme ça. Donc ça a des avantages d'être reconnu RQTH. Par contre, intérieurement, j'ai dû assumer le fait que je faisais ça et que du coup, par rapport à d'autres candidats, je me plaçais peut-être devant pour cette raison. Enfin, c'est un sentiment bizarre. Et vous, Christopher, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez encore du mal à assumer votre handicap parfois. Est-ce que aujourd'hui, vous l'affichez? Est-ce que vous dites à vos clients que vous êtes un ébéniste handicapé que vous ne voyez pas ou pas bien? Oui, je suis honnête, de toute façon je préfère être honnête. Mais c'est vrai que des fois il y en a, comme je disais tout à l'heure, mais je peux le comprendre. Comme vous voyez, vous avez un problème de vue mais vous travaillez le bois. Voilà. Encore une fois, c'est des jugements sans connaître, ce que je respecte. Mais jusqu'à présent, mes clients ont été très contents et ils passent au-dessus. Au final, ils se rendent compte que derrière le handicap, il y a des compétences et que ça peut être des valeurs ajoutées suivant les secteurs d'activité. D'ailleurs, dans tout secteur d'activité, je pense. Dominique Lerche, vous avez évoqué tout à l'heure l'école inclusive, le fait que depuis 2005, tout enfant handicapé a droit à être scolarisé en milieu ordinaire dans l'école de son quartier. On a avancé, puisque selon les derniers chiffres, on a aujourd'hui 340 000 enfants scolarisés contre 100 000 en 2006. Je ne sais pas si vous avez les mêmes, oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'à votre avis, cette décision qui avait été prise a permis de faire progresser le vivre ensemble et du coup d'aider à dépasser ces problématiques de je dis pas, je m'exclus en disant que je suis handicapée Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quantitativement, les chiffres sont clairs. On a triplé pratiquement le nombre d'enfants handicapés qui vont dans les écoles entre guillemets banales. Bon. Maintenant, on a fait ça sans aucun effort de formation, à part la formation des relais au niveau départementaux ou au niveau des académies. Quand je parle des relais, ça veut dire que dans chaque département ou dans chaque académie, il y a quelques professeurs spécialisés qui savent comment on s'occupe d'un enfant qui a tel ou tel ou tel handicap et qui peut faire la tournée. Mais à la base, dans chacune des écoles, ni le directeur ni les maîtres n'ont un minimum de perception du handicap. Et surtout, il y a un non-dit qui est extrêmement important, c'est qu'il y a au fond, il y a actuellement une dizaine de cases pour classer les handicaps. Mais je vais être plus brutal et sans aucune idée d'être agressif, parce que du côté des parents, c'est un sacré vécu ce que je vais dire. Il y a ce qui est avec des cerveaux en état de fonctionner, et il y a ce qui est les personnes qui sont avec des cerveaux qui fonctionnent ou mal, ou très mal, ou très très mal. Et donc du coup, la grande césure, elle est là. Et dans ce que vous donniez comme chiffre, il y a un chiffre que je me permettrais juste d'ajouter, c'est que dans la globalité des enfants handicapés qui relèvent de l'école primaire, il y en a 20% qui sont en instituts médico-sociaux ou à l'hôpital. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a des barrières, mais qui ne sont pas des barrières entre guillemets sociétales ou de réglementation, mais qui font qu'il est impossible pour un enfant qui a le cerveau qui a été ravagé par asphyxie au moment de la naissance plus de 3 minutes, c'est impossible pour cet enfant de rentrer dans des éléments d'apprentissage. Et donc je reviens à votre question. Oui, numériquement ça s'est amélioré, mais qualitativement on a un effort considérable à faire parce que la formation d'enseignants, mais qu'on s'entende, il ne s'agit pas de former tout le monde
à la prise en charge de tous les handicaps. Il s'agit dans un premier temps de dire tout maître, toute maîtresse, y compris à l'université, aura un jour devant lui une personne ou un enfant handicapé. Donc quel est le minimum d'information? Et puis comme on est en démocratie, c'est vous qui déciderez, ça sera un jour, ça sera une semaine, ça sera plus si vous voulez. Bon. Et puis deuxièmement, quand il s'agit vraiment d'une prise en charge d'un enfant ou d'un adolescent réellement handicapé, catégorisé, etc., chers amis, pour l'autisme, c'est 1 an. C'est-à-dire qu'il faut que l'inspecteur d'académie mette sur un poste de formation la personne qui part pendant 1 an. Et alors, croyez-moi, elle est remise en cause, elle en apprend. On l'envoie en Belgique pour une raison très simple, c'est que le circuit France, États-Unis, Belgique est actuellement l'un des moins mauvais pour la prise en charge de l'autisme et que par conséquent, aller pendant 15 jours étudier la prise en charge. Donc, j'insiste pas, mais ça coûte un poste. Donc, ce poste, il faut que non seulement l'inspecteur d'académie, dans son autorité quelconque, le mette de côté, mais il faut que les parents d'élèves, des enfants, entre guillemets, banaux, je dis banaux pour ne pas dire normaux, hein, des enfants banaux l'acceptent, et qu'un certain nombre de relais l'acceptent. Et je terminerai sur une anecdote. Juste à la fin de la carte scolaire, l'inspecteur d'académie de Limoges avait mis 2 postes de côté pour qu'il y ait dans son département un minimum de formation sur l'autisme. Et la dernière cérémonie, c'est de passer devant les élus, les syndicats, les parents d'élèves, dans une réunion présidée par le préfet. Et donc l'inspecteur d'académie et le préfet se rencontrent avant la réunion. Que dit le préfet? Il lui dit, monsieur, je vous soutiens parce que dans le département, il était grand temps d'avoir au moins 2 enseignants sur l'autisme. Pensez-vous, pensez-vous. Le préfet lui dit, écoutez, vous voyez bien que ça hurle là, que ça hurle là et que ça hurle là. Vous allez m'éteindre ça, qu'est-ce qu'on en a à faire des enfants autistes? Ce n'est pas une histoire inventée. Ça montre bien que Péguy, notre poète d'Orléans, avait raison. C'est une société qui s'enseigne. Et si tous ces rouages ne fonctionnent pas, entre guillemets, plus ou moins harmonieusement, voilà le genre de situation où c'est un seul qui a été porteur de projet par rapport aux revendications légitimes des parents, des syndicats, des élus et de l'administration préfectorale. Alors, François-Paul Vérel, vous avez beaucoup étudié le monde des loisirs et vous dites que dans ce domaine-là, la discrimination, c'est le manque d'information. Alors, expliquez-nous un peu quelle est la réaction des gens à qui vous vous adressez lorsque vous travaillez dans votre quotidien et concrètement, quand on est handicapé, comment ça se passe quand on veut préparer un séjour, réserver un hôtel, aller dans un musée voilà, dites-nous un petit peu quelle peut être l'expérience à ce niveau-là. Oui, alors jusqu'à il y a quelques années, en fait, on n'avait que le label Tourisme et Handicap pour faire notre choix. Donc Tourisme et Handicap, c'est 5500 établissements labellisés en France, dont quasiment la moitié sont des offices de tourisme. Donc là déjà ça limite un petit peu et c'est sur la France entière, donc c'est-à-dire que par exemple dans le département du Loiret on va avoir 5-6 lieux qui vont être possibles pour la visite, donc ça c'est toujours très compliqué. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme tout le monde en fait, le manque d'information. On a de la chance aujourd'hui, on vit dans l'âge de l'information avec Internet, donc on va chercher sur Internet. Donc on cherche sur Internet des hôtels ou des choses qui nous intéressent. Et là, systématiquement en fait, s'il y a un petit logo handicap, c'est déjà un début. Ça veut rien dire, mais c'est déjà un début parce que bon, si généralement c'est le logo fauteuil roulant. Donc bon, si on a un handicap moteur, c'est rassurant. Si on a un autre handicap, bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être fait, mais on n'est pas sûr de ce qui se passe. Donc le réflexe, c'est qu'on va téléphoner.
Et donc en téléphonant, on va demander un certain nombre de choses à la personne à l'autre bout du fil, qui généralement va rien comprendre à ce qu'on dit. C'est-à-dire que si à l'entrée on dit bah voilà, est-ce que à l'entrée il y a des marches parce que j'ai un fauteuil, c'est quoi la largeur des portes, est-ce que la chambre est adaptée? Oui, oui. Ah, mais est-ce que ça veut dire que la douche, c'est une douche à l'italienne? Non, mais il y a un receveur, mais il est extra plat. Ah, est-ce qu'il y a un siège prévu pour que je puisse m'installer dans la douche? Parce que c'est bien qu'il y ait une douche, mais je ne vais pas y aller avec mon fauteuil. Ah, non, on n'en a pas. Bon, bah déjà, on ne va pas aller dans cet hôtel-là, malgré le fait que les parties communes étaient effectivement accessibles. Ensuite, on peut avoir un autre handicap, on peut être sourd par exemple, et donc à ce moment-là, c'est savoir s'il y a des alarmes lumineuses dans les parties communes, dans la chambre, dans la salle de bain, parce que s'il y a un problème, en fait, c'est une question de sécurité, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc, tant bien que mal, on va essayer de grappiller des informations, et si on est vraiment très stressé, on va essayer d'envoyer quelqu'un que l'on connaît sur place pour vérifier. Parce qu'on ne va pas risquer de se déplacer, qui est déjà aussi toute une épreuve de se déplacer quand on a un handicap. Je crois que Christopher, vous êtes venu parce qu'il y a quelqu'un de votre village qui est venu avec vous. Voilà, donc c'est aussi toute une épreuve, déjà rien que de se déplacer. Donc après, on peut aussi demander à l'office de tourisme, et donc du coup téléphoner à l'office de tourisme. Donc moi, en prospection, je l'ai fait 2-3 fois, et donc en téléphonant à l'office de tourisme, on demande voilà, quels sont les sites à voir, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, quels sont les hôtels à privilégier. Et à la fin, une fois que l'agent d'accueil m'avait donné toutes les informations, je dis « Ah mais par contre, je suis handicapé, est-ce que tout ça c'est bien accessible ?» Et là, la réponse est attendez, je vous reprends. Et généralement, en fait, la personne ne fait que, donc soit dans le meilleur des cas, c'est qu'il y a une liste tourisme handicap, et donc du coup, nous dit, bah, voilà, je vous donne la liste tourisme handicap et démerdez-vous. Soit elle va essayer en fait de comprendre ce qu'on veut dire, et à ce moment-là, en fait, comme elle n'est pas formée, elle va être complètement à côté de la plaque. Et donc j'ai un exemple récent où j'avais demandé dans un petit office de tourisme en Champagne-Ardenne, où il y avait des visites en fait dans les vignobles, et il m'avait dit les visites dans les vignobles c'est accessible, le tracteur passe. Voilà. Donc manque d'information, information erronée. Donc heureusement depuis quelques années en fait il y a des acteurs qui essayent de prendre en fait à bras le corps le sujet, et il y a de plus en plus de startups qui se lancent dans le voyage, le tourisme, et aussi l'information en fait. Donc c'est vraiment soit des plateformes collaboratives, soit des plateformes qui vont aider à organiser le voyage. Et en fait elles se confrontent tous au même problème, c'est que soit elles vont récupérer des informations d'accessibilité qui sont publiques, et donc à ce moment-là ça va être tourisme et handicap, voir de temps en temps les informations d'accessibilité qui sont mises en open data par les villes, sachant que les informations mises par les villes c'est accessible, oui, non. Donc ça nous donne énormément d'informations. Et la solution en fait, qui est la plus courante et qu'ils vont trouver, c'est en fait ils vont faire des audits sur place. Parce que des audits sur place c'est long, ça coûte extrêmement cher, et donc les plateformes se retrouvent un petit peu en concurrence face à ça. Donc ça crée énormément de discrimination. Donc déjà parce que ce sont des entreprises en fait qui se saisissent du sujet, mais qui sont spécialisées dans le handicap. Donc ça pose la question, est-ce que si je suis handicapé, je dois aller sur un site spécial pour moi ? En termes d'inclusion, c'est pas top. Il faudrait que tout le monde puisse aller sur les mêmes sites et avoir la bonne information sur les sites, sur les grands sites réguliers qui existent, ou même sur l'office de tourisme, ne serait-ce que ça. Et donc ça, c'est des gros soucis. Et il y a un autre souci, c'est qu'une fois qu'on a l'information, c'est quelle est la fiabilité de cette information ? Est-ce que l'information, elle est là parce qu'il y a eu un audit la semaine dernière, ou est-ce qu'elle est là parce qu'il y a eu un audit il y a 10 ans ? Et ça, c'est quelque chose de très stressant aussi, parce qu'il y a pas mal d'applications aussi qui sont collaboratives, qui aident justement à faire des remontées d'informations sur le terrain. Sauf que comme c'est des personnes qui connaissent rien au handicap qui le font, le type d'information du coup c'est limité. Hein. C'est est-ce que la porte est large ? Oui, non. Ça veut dire quoi large ? À partir de quel moment on dit qu'une porte est large ? Ça, c'est encore une grosse question aujourd'hui.
Alors, je sais que vous avez tenté d'apporter des réponses à toutes ces problématiques. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment on peut y répondre. Avant, j'aimerais entendre Pierre Boubi. Donc, vous avez dit tout à l'heure, dans le sport, on fait des belles rencontres. Hein, et vous, du coup, vous avez, je pense, un regard assez positif sur le handicap de par les gens que vous avez pu côtoyer. Je crois que ça vous a permis de faire de très belles rencontres. Hein. Ouais, ça m'a permis de faire des rencontres. Bah, je suis très actif sur les réseaux sociaux, donc surtout sur Twitter. C'est là que j'ai un petit peu bâti ma e-réputation, quoi, et ma diversité et tout ce qui va avec. Je me suis lié d'amitié avec un garçon qui est myopathe, qui avait sur Twitter, qui avait à peu près 2000 abonnés il y a à peu près 6-7 ans. Et donc il avait reconnu son handicap, il avait pas forcément de problème avec ça, mais ça l'a complètement libéré en fait, ça lui a servi de moteur. C'est quelqu'un qui se sert d'un doigt et qui a juste un cerveau qui fonctionne et qui fonctionne plutôt même très bien. Vous dites comment il s'appelle ? Il s'appelle Philousport sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Et en fait, on s'est liés d'amitié déjà par le réseau, et la force de ce réseau, c'est justement qu'on rencontre des gens et surtout que la personne qu'on va avoir sur le fil d'actualité est exactement le même quand on le rencontre en vrai. Donc on avait l'impression d'être très bons potes et pour autant je l'avais jamais vu. Donc on s'est rencontrés 2-3 fois, on a mangé ensemble. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à parler. Et à chaque fois qu'il fait des interviews, la plupart du temps il les fait par texto avec la personne qui est juste en face mais c'est quelqu'un qui a un humour décapant et qui est capable de rire de lui-même et d'envoyer même des punchlines qui sont assez directes. Mais voilà, c'est maintenant, il travaille avec la réputation qu'il s'est fait. C'est quelqu'un qui est très actif sur le réseau aussi maintenant, qui est passé peut-être de 5000 à là, il doit être à 200 000 abonnés en peut-être 3 ans. Il bosse avec PMU, il bosse aussi il travaille aussi avec la Fédération française de rugby. Et voilà, il a aussi fait un truc. Enfin, ses amis et son entourage a créé aussi une cagnotte parce qu'il avait pas mal de problèmes avec son fauteuil pour se déplacer. Donc ils ont fait une cagnotte et bon, il espérait 13-14 000. Ils sont montés à 27, je crois, en à peine une semaine ou deux. Donc voilà, mais c'est la puissance aussi des réseaux qui fait que ça fonctionne. Et puis par le biais aussi d'ailleurs, je vais en faire la promo parce que il a sorti un livre, donc pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Moi Philousport, la biographie inédite de Philousport, le Zidane du GIF. Donc c'est un fanatique de sport complet depuis qu'il est tout petit, né à Marseille, donc forcément fan de l'OM. Et puis voilà, donc je voulais lui faire un clin d'œil parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite et son livre est super en plus, donc vous pourrez le lire. Et puis j'ai aussi rencontré des gens comme Philippe Croison avec les grosses têtes par le biais de lui, c'est un hyperactif au niveau du sport, même s'il a 4 membres en moins. Je pense que c'est un exemple parce que j'ai jamais vu quelqu'un avoir un humour aussi noir et en plus oser de faire des choses comme il le fait. Et voilà, moi, c'est des gens que je rencontre qui n'ont pas forcément de problème, qui l'assument totalement et même qui se marrent avec. Et je pense que ça crée quelque chose et c'est justement à partir de ce moment-là où la barrière, elle se casse, quoi, parce qu'on interagit avec ces personnes comme si on le faisait avec une personne valide. Et ça permet justement de créer un lien et ne pas être gêné justement par ce handicap, qu'il soit physique ou même qui ne se voit pas, quoi. Donc moi c'est la façon dont je fonctionne et je suis assez content parce que ça prouve que je suis pas forcément mieux que les autres et mieux que ceux qui sont en face de moi. La preuve c'est que moi ce que Philippe Croison a fait, je l'aurais jamais fait. Donc ça permet aussi de pas de se mettre à leur place parce que on le fera jamais de toute façon. Mais je pense que justement le fait de respecter l'autre et de l'inclure justement comme quelqu'un de valide
par l'humour et par aussi l'autodérision. Je pense que c'est une force qui est assez importante. Et c'est vrai que les réseaux sociaux m'ont servi à ça et m'ont servi de rencontrer ce genre de personnes qui font réfléchir, quoi, et puis où on se dit que la différence, c'est pas forcément des gens comme moi qui la mettent, mais plutôt ceux qui ont du mal avec ça. Et après, la sensibilité de chacun, c'est important. Il y a des personnes touchées par le handicap qui vont pas forcément le prendre de la même manière. Il faut savoir l'accepter et jauger aussi. Mais quand on arrive avec des freins et puis que t'as Philou Sport qui arrive et qui dit je suis en 4e vitesse, j'arrive, poussez-vous. Forcément, ça détend un peu plus l'atmosphère et on se rend compte que on va pouvoir se parier avec des gens comme ça, quoi. Alors, on le voit, vous essayez tous de changer le regard qu'on a sur le handicap, et c'est, je pense, le gros handicap du monde des, entre guillemets, valides, parce que je ne veux pas opposer valide et invalide. Alors, Dora Blasberg, c'est le cas de l'association à laquelle vous participez, Hippocampe, qui œuvre beaucoup pour l'inclusion des handicapés. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez ce que c'est que cette association qui a été fondée à Tours, donc par une dame qui est assez remarquable, et surtout ce que vous y faites, l'action que vous y menez et qui est particulièrement originale. Alors l'association L'Hippocampe, elle est basée à Veigné, donc au sud de Tours, et elle a des actions au niveau national, voire européen pour certaines de ses actions. En fait, on veut montrer au monde de l'entreprise que les personnes en situation de handicap ont des compétences, ont des capacités, et que c'est bien ces compétences et ces capacités qu'il faut voir en premier et pas le handicap. Donc l'Hippocampe a eu l'idée, Mireille Malo, la présidente de l'Hippocampe, a eu l'idée d'œuvrer pour l'insertion des personnes handicapées via le biais de la culture, donc notamment des bandes dessinées et des courts-métrages. Donc on a 2 gros événements majeurs chaque année. Il y en a un, ça va être la 21e édition en 2020, et là la 11e édition de l'autre cette année en novembre. Donc on a le festival Regard croisé métier et handicap, qui permet aux personnes en situation de handicap ou non de s'exprimer sur le domaine du handicap au travail via des courts-métrages. Donc on demande aux personnes de se filmer ou de filmer ce que veut dire ou ce qu'est ou ce que pourrait être, il y a différentes catégories de concours, la vie d'une personne en situation de handicap dans le monde professionnel. Donc ça peut être des choses totalement barrées avec beaucoup d'humour, généralement c'est ce qui gagne, et où ça peut être des choses absolument sérieuses, dramatiques, il y a tous les angles, tous les ans il y a tous les angles. Et lors de ce festival, les courts-métrages qui sont présélectionnés sont jugés par des grands noms du cinéma français. Donc l'année dernière, c'était Stéphane Brisé et tout un jury de professionnels. On a eu Patrice Lecomte. On a des grands noms du cinéma français qui viennent chaque année. Le jury pour cette année n'est pas encore connu. Et donc on permet la possibilité aux personnes en situation de handicap d'être valorisées, mais pour leur œuvre. En fait, on ne sait pas quel handicap ont les personnes handicapées qu'on fait les œuvres. Et c'est aussi l'occasion, on convie les entreprises à venir à ce rendez-vous, c'est aussi l'occasion d'échanger. En fait, on a 800, 1000 personnes en situation de handicap qui viennent, tout handicap confondu, donc des fauteuils, des handicaps qui ne se voient pas, des handicaps très très invalidants, on a tout type de handicap. Et on a les grands patrons des entreprises, parce que généralement c'est eux qui font le déplacement, les responsables ressources humaines, les responsables RSE, diversité, etc. Et ils viennent. Et lors du festival, pendant 3 jours, tout le monde est mélangé. C'est-à-dire qu'il y a la personne handicapée qui accroche, parce qu'il y a des handicaps lourds, qui accroche le patron, et tu m'embauches, et regarde, j'ai fait ça. Il y a un contact qui brise la glace, et que souvent, il n'y a pas ce contact dans la vie réelle, parce que les grands patrons sont dans leurs réunions, et que les personnes en situation de handicap n'ont pas vu ce qu'était le monde dans l'entreprise. Et ça permet de dire, il y a des codes dans l'entreprise. Oui, pourquoi pas, on peut faire ça pour vous. Quel est votre CV? Qu'est-ce que vous avez fait? Et on se renseigne. Et je ne dirais pas qu'après chaque festival, il y a des embauches, mais en tout cas, les entreprises en sortent pas indemnes, vraiment. Là, on est en train de mener une étude sociologique justement sur l'impact du festival au fur et à mesure des années. Et il y a eu des impacts, il y a eu des choses merveilleuses qui ont été faites. Par exemple, j'ai
j'ai l'exemple d'une personne en situation de handicap qui avait une maladie où les os se figeaient, qui était d'un pays d'Afrique, qui est venu en France se faire soigner, qui avait un petit enfant de 6 mois qui était né quand il venait juste de naître. Il a dû être rapatrié en France, mais sa famille était restée en Afrique. Et après le festival, il a fait un film sur son histoire, sur ça. Il travaillait dans un ESAT à côté de Vendôme, de mémoire. Et en fait, les entreprises, elles sont toutes regroupées, mais toutes. On n'a pas réfléchi concurrence ou pas, parce qu'il y a plein de groupes qui sont concurrents, qui sont partenaires. Ils ont tous dit on va faire quelque chose. Ils ont rapatrié sa famille, ils ont formé sa femme, ils lui ont donné du travail en France et ils lui ont trouvé un logement pour toute la famille. Et là, 1 an après, on a dit wow, ça fait changer les mentalités et c'est exceptionnel de voir ça. Et le deuxième événement de l'Hippocampe, c'est un concours de bande dessinée. Donc on est toujours dans le domaine artistique, où là on propose aux enfants et aux adultes en situation de handicap de concourir, de créer une bande dessinée individuelle, collective, ça dépend. Donc ça peut être des enfants ou des personnes en situation de handicap adultes qui sont dans des structures ou pas. Et donc les BD sont jugés par des jurys composés de grands noms de la bande dessinée, dont Franck Margerin, dont Olivier Jouvray, dont plein d'autres, Serge Carrère, etc. Et tous les membres du jury, donc professionnels de la BD, convient, et la présidente de l'Hippocampe aussi, des personnes d'entreprise, souvent qui n'étaient pas sensibilisées au handicap. Et ce jury est fait sans les personnes handicapées. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le handicap. On expose, là de mémoire, on avait plus de 1000 bandes dessinées reçues. Donc on les expose et on vote pour les meilleures BD par catégorie. Mais on ne sait absolument pas le handicap qu'il y a derrière. C'est seulement à la remise des prix que les personnes des entreprises voient « Ah, mais j'ai donné un prix à ce type de handicap. Mais c'est génial ce qu'ils ont fait. » Et donc il y a 2 moments. Et c'est vraiment beau de voir le changement de mentalité et ce que ça permet. On voit, mais les personnes comprennent que oui, le handicap n'empêche pas le talent. C'est ce que dit la présidente de l'Hippocampe. Le handicap n'empêche pas le talent. Et je confirme que vous avez un vrai impact auprès des entreprises, parce que je travaille par ailleurs pour un journal économique et dans les Échos, l'année dernière, vous aviez eu un très bel article sur le festival de Saint-Malo et sur l'implication des entreprises et l'intérêt qu'elles portaient à la manifestation. Alors vous, François-Paul Vérel, donc vous travaillez dans un milieu, ce qui est intéressant, c'est où il y a beaucoup de réglementations. Et vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même très compliqué parce qu'on voit bien que toutes ces réglementations, elles ne sont pas appliquées et je pense que c'est une des raisons quand même des difficultés des handicapés à vivre dans notre société. On voit bien que ça ne fonctionne pas et on est particulièrement loin du compte dans le domaine que vous évoquiez. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec Axego? C'est pas un site pour les handicapés, c'est autre chose. Vous avez justement décidé d'avoir une autre démarche pour essayer d'avoir un impact plus fort. Alors, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, je sais que vous êtes dans le domaine du numérique, c'est assez technique, pour que tout le monde comprenne ce que vous faites. Oui, alors en fait, je vais déjà dire la première raison de pourquoi la loi, en fait, les personnes n'appliquent pas la loi dans le tourisme. C'est tout simplement, en fait, ils sont comme moi il y a quelques années, ils n'ont jamais vu de personnes handicapées venir chez eux. Et du coup, s'ils en ont jamais vu, ça n'existe pas. Et donc, faire des travaux qui nécessitent 150 000 euros d'investissement pour que personne vienne, pour eux, en fait, c'est tout simplement, ils peuvent mettre la clé sous la porte demain, c'est exactement la même chose. Et donc, en fait, ça passe déjà par un travail pour eux de dire, en fait, non, l'accessibilité, il ne faut pas que ce soit une contrainte pour vous, il faut que ce soit une opportunité de business. Et en fait, il faut déjà faire venir des personnes chez eux, même s'ils ne sont pas totalement adaptés, pour qu'ils disent, ah oui, ok, là, je comprends pourquoi en fait mon lieu il n'est pas adapté, je comprends pourquoi je dois faire des modifications et en fait faire d'abord prendre conscience à la personne de l'importance de la réglementation, pourquoi elle existe et en fait pourquoi on demande que les portes fassent 90 cm, pourquoi on demande à ce qu'il n'y ait pas de marche ou au moins une entrée secondaire, etc. C'est bon. Normalement, le geek de service, il était là. Et voilà. Et ça, en fait, ça passe déjà par une sensibilisation en fait, des acteurs.
Donc ça, c'est pourquoi la loi n'est pas appliquée aujourd'hui. Il y a une deuxième raison, c'est qu'en fait, malgré le fait que le gouvernement fait plein de lois, ils embauchent personne pour les faire appliquer. Du coup, il n'y a personne qui va vérifier sur les lieux, et ça pose énormément de problèmes. Donc bon, il y a quelques associations militantes comme l'APF qui font de temps en temps des opérations coup de poing en faisant des procès à la chaîne à des lieux qui ont refusé de s'adapter et qui, je pense, leur ont parlé mal quand ils leur ont fait remarquer. Mais voilà, c'est un gros problème. Et en fait, j'ai créé Axego pour à la fois rapporter de l'information et aussi aider les personnes à prendre conscience en fait que l'accessibilité, ça peut ramener des personnes, et ça peut vraiment être un vrai enjeu pour eux, parce qu'aujourd'hui il y a 15% de personnes en situation de handicap en France. On ne les voit pas forcément, et ce n'est pas forcément des personnes qui sont en fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui, voilà, on ne va pas voir leur handicap, à première vue, c'est le cas aujourd'hui. Et aussi, c'est prendre le parti de dire qu'un lieu, il ne sera jamais 100% accessible, il ne sera jamais accessible à tout le monde. Il y a un exemple simple, c'est la lumière. Une personne qui est autiste, elle va bien aimer les lumières tamisées, être dans pas beaucoup de lumière. Mais une personne qui va être malvoyante, si c'est pas écrit plus gros, elle va bien aimer que justement il y ait plus de lumière pour mieux voir. Et il y a des personnes, par exemple, dans un restaurant, si on va dîner ou déjeuner dans un restaurant, on ne veut pas la table qui est au fond toute sombre, etc. Alors qu'une personne qui va être atteinte d'autisme, c'est la table en fait qui va choisir en priorité. Et donc ça pose déjà quelques contraintes. C'est quelle accessibilité pour qui. Voilà. Donc nous chez Axego, on part du principe que la personne en situation de handicap, c'est elle la première experte de son handicap. Et donc ce qu'on a commencé à faire en fait, c'est à créer des panels de contribution pour que les personnes nous disent quels sont leurs problèmes, quels sont leurs soucis, et quelles sont en fait leurs mauvaises expériences. C'est un petit peu un recueil où les personnes vont se confier sur les dernières activités qu'elles ont faites, sur leur sport, etc. et les besoins d'adaptation, mais aussi même si elles ont pu le faire, c'est j'ai pu le faire malgré ça. Et en fait ce malgré ça, ça nous donne énormément d'indices sur la façon dont pourraient être améliorées les choses. Et donc nous derrière, on a donc la loi qui nous donne déjà un certain nombre de critères, mais on a aussi toutes ces petites pépites en fait qu'on récolte qui nous donnent aussi des indications sur comment on pourrait augmenter l'expérience client. Et c'est vraiment en fait sur l'enjeu de l'expérience client qu'on s'est positionné. Donc là je vais vous donner un exemple tout bête. Au détour d'une discussion, il y a des personnes en fait qui m'ont dit que dans les hôtels, la qualité du matelas importait énormément, parce qu'en fait s'ils avaient un matelas trop mou ou un matelas trop dur, ils avaient extrêmement mal au dos le lendemain. Et donc en fait le niveau de dureté du matelas était pour eux un critère essentiel, au même titre en fait que les autres critères d'accessibilité. Et ça, c'est des critères qui ne sont pas du tout compris dans la loi aujourd'hui. Et donc nous en fait ce qu'on fait chez Axego, c'est qu'on va faire des audits d'accessibilité avec différents critères pour récolter un maximum d'informations. Donc nous en fait on est un petit peu le voleur qui va mettre tous les bonbons dans ses poches et partir en courant. Et en fait on ne sait pas, quand on va sur un lieu, on ne sait pas à quoi vont servir ces informations, mais on prend les informations de manière la plus pragmatique possible. C'est-à-dire que quand je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est pas la porte est large, la porte n'est pas large, c'est la porte fait 102 cm, point. Voilà. Et donc là on a des informations qui sont pragmatiques, sans jugement de valeur. Et nous, en fait, c'est pas notre rôle de dire c'est adapté ou c'est pas adapté. En fait, on va redistribuer les informations à des sites internet, aux offices de tourisme, et eux, ils vont les mettre en valeur en ligne. Et en fait, le principe du système, c'est que les personnes derrière, elles vont pouvoir voir ces informations et savoir si oui ou non, ça va correspondre à leurs besoins. Et donc ça va leur permettre de faire des choix beaucoup plus éclairés et surtout de savoir à quelle sauce elles vont être mangées. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'appeler et de stresser pour savoir si la personne en face elle va bien comprendre notre demande. C'est avoir directement les informations d'accessibilité, donc trier par rapport à nos besoins propres, mais c'est aussi avoir des photos qui nous permettent en fait de nous rendre compte un petit peu sur le lieu. Donc nous, en effet, on n'a pas de plateforme à proprement dit.
on a juste les informations, parce qu'on part du principe qu'une personne en situation de handicap doit profiter de la même expérience d'achat que tout le monde sur Internet. Donc on a pris le parti de redistribuer l'information aux sites qui existaient déjà, plutôt que de faire un énième site qui serait extrêmement coûteux en fait en communication et qui servirait que à accentuer le clivage qui existe déjà entre personnes valides et personnes en situation de handicap dans la société. Christopher Maublanc, vous aussi, vous avez décidé de vous impliquer auprès des handicapés à titre personnel. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu envie de leur apporter votre expertise en matière de fabrication de meubles. Et donc, vous êtes en train de lancer une nouvelle activité qui est le développement de mobilier spécialement adapté pour les personnes handicapées, en particulier les personnes en fauteuil roulant à leur domicile. Oui, tout à fait. Donc là, en début d'année, moi je suis quelqu'un qui a sans cesse besoin d'innover. Et donc j'avais 2 projets, j'ai parlé de ces projets-là à la Chambre des métiers. Et bon, les 2 étaient bien, mais j'ai préféré mettre en avant le projet pour le handicap. Donc ce projet s'appelle De l'espoir à l'autonomie. Alors en quoi il consiste? J'ai fait quelques sondages et je me suis aperçu que les personnes, surtout en fauteuil, ne possédaient pas de meubles adaptés. Pourquoi? Soit ça coûte trop cher, même s'il y a des prises en charge des organismes, il faut croire que les personnes qui sont handicapées n'ont pas forcément les moyens de s'offrir le reste à charge. Et surtout, ils ne trouvent pas forcément les meubles adaptés à leurs besoins. Donc du coup, ce projet consiste à leur offrir les meubles, comme je disais tout à l'heure, grâce à des financements participatifs. Donc là, comme Delphine, la première bénéficiaire de mon projet, je vais pouvoir lui offrir un meuble adapté grâce à des dons que j'ai récoltés en une demi-journée. On devait récolter 500 € et du coup on a récolté 620 € et c'est la première bénéficiaire de mon projet. Voilà. Et vous aimeriez également que ça contribue au développement de l'entreprise pour pouvoir à votre tour faire travailler des personnes handicapées à vos côtés. Oui, tout à fait. Oui, j'ai également développé un prototype récemment que j'avais oublié de préciser. Et oui, pour moi, l'avenir de mon entreprise, c'est 100% de personnes handicapées. Pourquoi? Parce que moi, on m'a jamais donné ma chance, donc j'ai pas envie de donner leur chance à des valides, pardon. Donc je vais embaucher que des personnes qui ont envie de travailler. Parce que le problème aujourd'hui, ça va être un peu cru, pardon. Il y a beaucoup de personnes valides qui vont au travail à reculons ou qui sont payées à faire du zèle. Et à côté de ça, il y a beaucoup de personnes handicapées qui demandent à travailler, mais je sais pas, on n'en trouve pas de boulot pour eux. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Ah, t'es footballeur, je peux t'embaucher si tu veux. Oui, c'est vrai que certains footballeurs sont handicapés quand même. Alors Pierre, votre arme à vous, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'humour. C'est comme ça que vous pensez qu'il faut répondre aux choses. Est-ce qu'on peut rire de tout? Bah moi oui, forcément, parce que je suis client, donc le moindre truc me fait marrer, mais c'est pas, il n'y a jamais quelque chose de négatif derrière. Pour moi, c'est pas ça, c'est l'échange en fait. Mais c'est exactement ce qu'on vient de faire là. Il n'y a pas meilleur exemple. On se connaît depuis 1 heure et puis voilà, il y a le feeling qui passe. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment une question de sensibilité et de confiance en l'autre, où le sentiment, je pense que la plus grosse différence, le plus gros problème en fait chez le handicapé, c'est la peur d'être jugé. C'est vraiment ça qui crée justement la différence entre les valides et les non valides. Moi, j'essaie de la casser et de la plus crue des manières, mais après ça passe pas. Si ça passe pas, voilà, on s'excuse et puis c'est pas un problème. Mais je pense que c'est un vrai facteur justement pour passer la vie dans la société et essayer de s'introduire avec le moins de difficultés possible. Après, moi, quand on parle un petit peu comme ça, là, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc je les oublie, mais j'ai plein de questionnements en fait, parce que je comprends pas que, par exemple, pour l'Office du tourisme, tu discutais tout à l'heure, j'arrive pas à comprendre que l'État ou le gouvernement ou même une structure est faite justement par des handicapés, justement parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc forcément, c'est complètement différent. Moi, je sais que dans le football, il y a comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a le CC Foot. Il y en a qui jouent avec des bandanas et tout ça, qui s'adaptent.
c'est eux qui vont promouvoir leurs projets et leurs trucs. Il y a une équipe de France, il y a une structure. Je veux dire, il n'y a pas meilleure personne pour en parler que des personnes qui le vivent tous les jours. Donc forcément, quand je vois ce que tu fais toi, je me dis, en fait, il n'y a pas plus crédible que toi pour créer des meubles pour handicapés, justement. Parce que tu connais le sujet, tu sais de quoi tu parles, et puis en plus, il n'y a pas de grade entre toi et tes clients avec qui tu vas discuter. Donc s'ils ont un besoin, ils vont te le dire sans forcément sans prendre des pincettes, et peut-être même d'une autre manière. Mais c'est vraiment moi, j'ai vraiment une réelle difficulté à créer une différence entre les gens, mais que ce soit pour le handicap ou plein d'autres choses. Après, on peut partir dans tous les sujets. Mais pour moi, on représente avant tout l'humain, avant de représenter de rentrer dans une case où, enfin, après moi, je vais parler de mon cas à moi. Je suis pas handicapé, j'ai pas de problème, mais j'ai été un élève scolaire catastrophique. Je me suis viré de l'école. Et là, je me retrouve à faire une conférence à côté d'un psychologue et des créateurs de start-up. Enfin, il n'y a pas de ligne directrice où on peut suivre. Et c'est vrai que l'éducation nationale a un vrai travail à faire là-dessus, parce qu'il y a plein de petits génies qui sont... moi, dans ma famille, j'ai quelqu'un atteint du syndrome d'autisme d'Asperger. Et c'est un réel problème dans l'éducation, parce qu'en fait, on se dit... qu'est-ce qu'on va en faire, quoi, parce qu'il n'y a pas de structure. Il y a des structures, mais elles sont aux États-Unis, ça coûte un bras. Et quand on ne rentre pas dans la case école, que ce soit primaire, lycée ou collège, voilà, il y a une réelle difficulté dans l'insertion après. Et c'est un vrai souci, parce que, enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, d'être pris dès le début à l'école primaire, et au moins d'être averti en tant que prof ou même en tant qu'élève, qu'on va être peut-être pas mis à part, mais qu'il y aura un travail qui sera fait différemment, qu'il y aura peut-être du soutien, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais moi, pour ma part, j'ai été complètement à la rue à l'école, et j'ai essayé pourtant, hein, mais voilà, c'est pas mon truc, mais j'arrive à utiliser mes capacités autrement aussi. Et il n'y a pas de... C'est vraiment un souci, cette case où on veut nous faire rentrer, que ce soit par l'éducation nationale ou même par la presse, les médias, un petit peu, le fait de créer justement cette différence avec les handicapés. Moi, c'est vraiment le truc qui me pose problème. Et je pense que l'humour est un vrai facteur pour justement passer au-dessus de ça et se rassembler dans ce qu'est cette société où il y a beaucoup de travail à faire, quoi. Dominique Lerche, c'est très intéressant ce que dit Pierre Boubier. En fait, il vous adresse plein de questions sous-jacentes. On voit bien qu'il y a quand même dans notre société une réelle difficulté à accepter l'autre. Or, à l'étranger, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a des pays, nos voisins européens, qui sont quand même beaucoup plus avancés sur le sujet. Chaque fois qu'il y a une étude, la France arrive en dernier, loin derrière la Scandinavie, l'Allemagne, l'Autriche, même la Grande-Bretagne. Donc est-ce qu'il y a un handicap culturel de la France par rapport à ces questions-là ? Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une construction, certainement. Je ne voudrais pas glisser sur un terrain difficile, mais enfin, l'herbe du pré voisin est parfois meilleure que le propre pré. Et donc, par exemple, pour ne prendre que l'Allemagne, regardez, s'il vous plaît, l'immense débat sur la scolarité pleine et entière dans la journée. Puisque les moyens en Allemagne sont mises sur des scolarités qui se terminent à 1 heure ou 1 heure et demie. Et donc, du coup, qui font que le travail féminin en Allemagne pose de gigantesques problèmes parce qu'il n'y a pas assez de... Bon, je veux dire, rien que pour un pays qui nous est voisin, c'est vrai que, ils ont un exemple majeur qu'ils nous ont donné. Ils ont confié depuis au moins un siècle toutes ces questions-là à l'université. Donc du coup, on n'a pas eu, comme en France, le fait de devoir partir des écoles normales, donc du primaire, pour ensuite dire au collège et au lycée, et ensuite à l'université qu'il y avait quelque chose à faire sur le handicap. L'Allemagne, j'y peux rien, c'est la Humboldt-Universität à Berlin, sur le handicap. Donc, si vous voulez, oui. Et puis, non. Mais en même temps, vous avez chaque fois, quand on peut aller pénétrer
vraiment dans le réel étranger, vous avez des choses qui se retrouvent aussi en France, qui sont les porteurs de projets. J'avais la chance de séjourner à Ravenne, je connaissais le spécialiste du ministère qui s'occupait du handicap, et il me disait, tu sais, nous en Italie, voilà, etc. Je lui dis, je vais à Ravenne, qu'est-ce que tu as à me proposer? Je suis allé littéralement dans la classe où l'enfant trisomique apprenait 2 langues, sans difficulté, et il était une présence dans sa classe. Simplement, ça suppose, encore une fois, des responsables, des porteurs de projets, etc. Et ces porteurs de projets, ne battons pas trop la courbe. À Lille, il y avait un enfant profondément handicapé qui passait ses journées devant des machines à laver. Alors, vous devinez le... Hein, bon. Jusqu'au jour où il y a un éducateur qui lui a dit tranquillement, toi mon vieux, tu écoutes les machines à laver Brandt, mais j'ai un copain qui est à un stand de machines à laver et qui va te faire écouter les musiques de différentes machines à laver. Et donc, ils y sont allés une journée entière écouter comment est-ce que c'est. Et le gars est rentré dans un univers musical. Il fait des karaoké. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut qu'on puisse valoriser, il ne s'agit pas de jouer au bon cœur, etc., mais qu'on puisse valoriser ces opérations pas extraordinaires, pleines d'humanité, qui font que le contact a été pris parce qu'il y avait à tel et tel endroit des porteurs de projets. Et il faut les valoriser, parce qu'ils ne cherchent pas automatiquement du fric ou des honneurs. Et je ne sais pas si mettre en avant les premiers de cordée, c'est tellement efficace dans ce système-là, point. Vous répondez un peu à une question que j'avais envie de poser, à savoir est-ce qu'on manque de modèles dans ce domaine? C'est vrai qu'on a des exemples dans le monde du sport, beaucoup moins dans le monde économique, beaucoup moins dans le monde politique. On peut peut-être aussi faire la comparaison avec la présence des femmes, hein, c'est un peu la même chose. Je crois qu'on a essayé de valoriser là des expériences, peut-être des expériences du quotidien, mais qui sont également des expériences très importantes. Et sur ce quotidien, j'aimerais vous entendre sur un sujet que vous avez tous évoqué un peu en filigrane, celui du numérique. Est-ce que vous êtes plusieurs à œuvrer dans le champ du numérique ou des réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que c'est une opportunité, une chance supplémentaire qui peut être vraiment saisie, utilisée pour faciliter l'inclusion des handicapés? Moi, je parle de ce que je connais. La différence avec le numérique, c'est qu'on est visible que si on le veut. Donc ce qui casse déjà une barrière, parce qu'à partir du moment où on s'inscrit et qu'on met une tête qui n'est pas à nous, alors après ça peut être le cancer aussi des réseaux sociaux, mais ça peut être aussi une opportunité. Il y a plein d'histoires qui font que sur les réseaux sociaux, on apprend à connaître des gens alors qu'on n'a jamais vu leur tête et on a l'impression d'être ami avec. Mais ça a une vraie puissance, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que ça crée un lien numérique. Mais en même temps, le lien humain se fait, mais on ne s'en rend pas forcément compte. C'est à partir du moment où on arrive à mettre une tête sur un nom ou un pseudo qu'on s'aperçoit qui est la personne physiquement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va pas avoir besoin de la juger, parce qu'on saura avant déjà ce qu'elle pense, cette personne. Et moi, c'est ce lien-là que j'aime bien. Ça m'est arrivé de rencontrer plusieurs personnes que j'avais connues sur les réseaux sociaux. La facilité, c'est que moi, les gens que j'ai pas envie de rencontrer, je parle pas avec eux. Donc forcément, le cercle, il se fait là. Après, il y a tout un cercle qui se fait, et on a un peu... Après, ce qui est bizarre, c'est que c'est la société dans laquelle on vit aussi. Ça veut dire qu'on se rassemble à travers des projets communs ou des choses qui nous attirent, qu'on a les mêmes points d'intérêt. C'est ces choses-là. Et ces choses-là, sur les réseaux sociaux, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de jugement. On porte zéro jugement parce qu'on ne voit pas la personne. Déjà, sur le point de vue physique, on ne peut pas. Donc ça brise déjà un truc. Après, moi, c'est mon avis. Mais c'est vraiment un truc que je fais. C'est vraiment de prendre la personne... Enfin, c'est la compétence qui prime. C'est ça que j'ai envie de faire comprendre. Et au même titre que là, il y a peu de temps, il y a une femme qui a été arbitre dans un match de Ligue 1.
On en a fait un événement. Je pense qu'il fallait que ce soit un événement, mais au-delà de ça, on m'a interviewé, moi, on m'a appelé pour me demander si je trouvais ça bien et tout ça. J'ai fait comprendre qu'en fait, même si la personne, la femme qui arbitrait, lui manquait un bras, de toute façon, à partir du moment où elle sait siffler et qu'elle sait courir et qu'elle sait arbitrer, si elle est meilleure qu'un autre, il faut la mettre. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux sociétés, aux entreprises et dans la société actuelle de professionnelle. Donc, je pense même que ça valorise plus l'entreprise ou le geste plutôt qu'autre chose. Bon, après, c'est mon avis personnel, mais je suis assez catégorique là-dessus. Ouais. Christopher, vous, sur cette question du numérique, vous l'utilisez beaucoup finalement dans votre activité? Ah oui, moi clairement, sans Facebook aujourd'hui, comment dire, j'aurais pas pu faire parler de mon entreprise et de mon histoire surtout, parce qu'à la base c'était de faire parler de mon histoire sur Facebook. Et Facebook me sert énormément, surtout pour le projet que je suis en train de développer. Oui, et également les réseaux pour les projets participatifs. Ah oui, parce que pour la première bénéficiaire, je prends l'exemple, la vidéo a été vue 6000 fois en 4 jours, parce que je vais faire une vidéo par bénéficiaire pour que les donateurs comprennent un petit peu à qui ils vont donner. Mais non, c'est très très important. De toute façon, c'est le bouche-à-oreille industriel pour les professionnels, il ne faut pas se cacher. Hein. Et oui, d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent, je fais un peu de promotion pour ma page. Pour les personnes qui souhaitent suivre mes aventures, sur Facebook, vous tapez Ebenistar. E-B-E-N-I-S-T ''A-R-T. François, vous êtes au cœur du sujet. Vous croyez que c'est quand même une façon de faciliter l'inclusion des personnes handicapées dans le monde, dans le champ sociétal en général? Alors c'est une très belle opportunité d'aider en fait les personnes handicapées, le numérique. Le problème c'est qu'il faut que ce soit bien fait, parce qu'aujourd'hui il n'y a toujours que 5 ou 6% des sites qui sont accessibles. Et ça c'est un gros souci, hein. Enfin, moi j'utilise une liseuse pour justement vérifier que moi mes sites de mon entreprise le sont. Et je fais passer les audits justement d'accessibilité numérique. Parce que si je reviens au monde du tourisme, même les plateformes spécialisées qui sont censées apporter des solutions aux personnes en situation de handicap, on se rend compte au bout de 3 secondes qu'elles ne sont pas du tout adaptées, elles ne sont pas du tout accessibles numériquement. Et ça pose un gros souci, c'est-à-dire qu'en fait le numérique c'est une chance formidable de rapprocher les personnes, notamment donc à travers les réseaux sociaux, d'avoir plus d'informations. De faire des recherches qui sont pertinentes. Encore faut-il savoir comment chercher. Mais le gros problème, c'est qu'en fait, une fois qu'on a accès à ça, il faut aussi que ce soit accessible pour tout le monde. Et c'est le même problème que l'accessibilité en réel. C'est le problème de l'accessibilité numérique qui tend à devenir de plus en plus concret. Bon, après c'est pareil, hein. Tout le monde a le même problème. Par exemple au gouvernement ils ont un prestataire qui est payé pour mettre en accessibilité les sites du gouvernement, et certains ministères repoussent ad vitam aeternam l'échéance pour pouvoir mettre en travaux le site parce que c'est pas une priorité pour eux. Donc voilà, il y a toujours en fait ce problème de nous on n'a pas de problème pour aller sur ce site internet, donc le site internet c'est bon, on l'a fait et tout le monde peut y aller. Et donc voilà, c'est une chance, mais il faut bien le faire. Alors, merci à tous les 5. On s'achemine vers la fin de cette table ronde. Pour finir, j'aimerais que chacun d'entre vous, en un mot, est-ce que vous pourriez formuler un souhait, une proposition pour que les choses aillent mieux demain? On a parmi les parents d'enfants handicapés l'un des responsables de la réservation des billets d'avion. Et donc c'est un système informatique verrouillé et d'une complexité extraordinaire. Vous n'avez pas entendu parler de beaucoup de plantage à ce niveau-là. Son fils étant handicapé, il nous a proposé, il y a quelques années, de faire un bureau informatique parce que son enfant pouvait encore cligner de l'œil. Et donc, il y a tout un système informatique qui existe avec simplement le clignement de l'œil qui permet de lancer ensuite toutes les opérations qu'a à faire un écolier, un collégien, un lycéen.
Et derrière ça, des enseignants qui ont fait par exemple une trousse de géométrie où il suffit de commander tel truc pour avoir le compas et dire au compas je veux que tu me fasses un cercle de temps, etc. J'insiste pas. Il y a des pistes liées à l'informatique qui sont extraordinaires à condition qu'on retrouve des choses communes, à condition qu'on travaille bien avec les personnes handicapées, mais dans une option d'égalité. Est-ce que tu arrives à le faire si on te fait ça comme ça? Est-ce que et vraiment qu'on avance de manière à fournir le maximum d'instruments gratuits? Dora ? Alors pour répondre à la question, si on voulait, du souhait, donc c'est voir d'abord les compétences et puis les capacités bien entendu. Et c'est aussi au final ne plus parler d'inclusion ou d'insertion des personnes en situation de handicap ou d'handicapés ou peu importe. Ça devrait être la normalité en fait. Enfin, il ne devrait même pas y avoir ce type de conférence. Toutes les entreprises devraient faire ça normalement, enfin la société en général. Un souhait peut-être un jour. Oui, donc moi je suis tout à fait d'accord avec Dora. Et ce que je voulais dire... Comment ? Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais tu voulais pas parler. Donc, ce que je voulais mettre en avant, pourquoi pas créer des postes, et ça je suis sûr que c'est faisable, de télétravail pour les personnes lourdement handicapées, comme des gens qui ont des soins tous les matins, forcément ils vont pas aller au travail le matin, c'est dur. Et je pense sincèrement, il est possible de créer des postes de télétravail qui pourraient offrir beaucoup d'emplois à des personnes handicapées. Et je reviens aussi sur, tout à l'heure on parlait des entreprises, qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui embauchent des personnes handicapées. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent des personnes handicapées juste pour se donner bonne conscience. Et ça, ce serait bien que ça change. Bah moi, je voulais revenir sur ce que tu disais. Enfin, ton discours me faisait penser à Stephen Hawking, en fait, le physicien qui avait découvert le trou noir. Et il ne parlait pas, mais il parlait avec une machine qui retranscrivait sur un écran. Enfin, il y a des avancées qui sont faites là-dedans qui sont assez impressionnantes. Après, ça reste très cher, mais bon. Moi, j'aimerais que, justement, on parlait un peu de l'ère numérique. Et je me disais qu'on arrive dans une société où en fait le travail manuel, sauf le tien, est de moins en moins en fait demandé. Et avec l'ère du numérique et tout ce qui se passe un petit peu avec Internet, on a de moins en moins besoin de gens qui performent au niveau physique. Enfin, je me rends compte qu'avoir un cerveau et un doigt suffit amplement pour discuter et travailler en plus. Donc je pense que c'est accessible à pas mal de personnes en situation de handicap et j'aimerais que justement les startups et toutes les entreprises qui sont émergentes se rapprochent de ça parce qu'il y a vraiment de la compétence dans ce secteur-là. Voilà. François, vous avez le mot de la fin. Oui. Je vais terminer avec un souhait pour l'avenir. C'est le souhait en fait que le handicap ne soit plus vu en fait comme physiquement ou même comme une différence, mais plutôt comme une caractéristique propre à chaque individu et qui ne soit pas en fait plus notable que quelqu'un qui a les cheveux bruns, les cheveux frisés, des lunettes, qui soit grand comme moi ou plus petit et que ce soit vraiment intégré et qu'en fait quand on voit une personne qui a un handicap, on se dise pas plus de choses dans sa tête que ah bah tiens il est grand celui-là, ah bah tiens il a des lunettes, voilà. Respecter. Merci à tous. Ouais, vous pouvez les applaudir. Donc on a eu beaucoup de beaux témoignages. Maintenant la parole est à vous. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir, apporter un commentaire, vous aussi votre expérience? Oui. Donc bonjour, moi j'ai vraiment adoré tous vos témoignages, votre engagement sur le sujet. Et j'étais en particulier, j'avais envie de rebondir sur ce que vous mettez en avant, Monsieur Lerche, sur l'éducation. Il se trouve que dans mon parcours, à la fois professionnel et personnel, donc j'ai une compétence particulière dans la formation, plutôt pour adultes au démarrage, plutôt dans une logique de
pédagogie améliorée, efficiente, en prenant en compte les modes de perception de l'autre. Et un peu par hasard, j'ai été amenée à accompagner une 150 jeunes qui étaient en difficulté justement, soit des parcours d'études interrompus, soit une difficulté à accéder à leur emploi, voilà, avec plus ou moins de difficultés. Et en fait, pendant une semaine, donc je les accompagnais par groupe de 12 pendant une semaine. Et sur chaque session, quasiment, je repérais, moi, je ne suis pas maître des écoles, voilà, je me suis entraînée à faire de la pédagogie et à écouter l'autre. Et sur une semaine, on repérait systématiquement un à deux jeunes qui avaient, alors on va parler encore de handicap parce que c'est reconnu comme tel, mais qui avaient des différences qui pouvaient faire l'objet d'aide ou qui auraient pu faire l'objet d'enseignements différents. Et donc, je m'interroge vraiment sur ce sujet que je vous soulevais. Par ailleurs, je côtoie des maîtres et quand je discute avec eux, alors qu'ils sont des amis, qui sont des gens très bien, et voilà, il ne s'agit pas de détruire cette ambition, mais je me dis, mais on n'a pas les mêmes grilles de lecture sur qui est l'autre dans sa différence. Et ça marche aussi pour des jeunes qui ne sont pas forcément handicapés. Moi, mon fils, il a été après diagnostiqué, dit précoce. Mais si je n'avais pas été là, les sorties de route, elles étaient extrêmement nombreuses. Et dans ces jeunes-là, on en retrouve plein. Orientés poubelle, alors que grosse valeur, mais un mode de différence, comme vous le disiez, qui n'est pas appréhendé, et avec des accompagnants qui sont surtout des sachants, il me semble, tout au long du parcours scolaire, et qui finalement n'écoutent pas, comme sur un terrain de foot par exemple, comment l'autre envoie la balle, comment on peut la reprendre, quoi. Et donc c'est un grand sujet pour moi de cœur, et je suivrai avec attention ce que vous pourrez faire bouger dans ce domaine. C'est intéressant parce que vous rebouclez avec ce que Christopher avait dit d'entrée sur la difficulté de prendre en compte la différence. De temps en temps, il faut un peu sortir. Et je rappelle que Camus, dans Le Premier Homme, dit bien que orphelin, il a vu ce qu'était son père et la valeur de son père parce que simplement l'instituteur, qui avait aussi fait la guerre de 14-18, lisait les croix de feu, les croix de bois, pardon. Et donc, le problème n'est pas uniquement de pédagogie, c'est aussi de quels êtres humains, que ce soit le médecin qui dise « toi mon loustic, je vais un peu regarder ta vue » ou « je vais regarder un peu ton ouïe » ou l'instituteur, etc. Quelle est leur humanité? Alors, il ne s'agit pas non plus d'ouvrir un discours sentimental, etc. Mais enfin, quels sont les êtres humains qui acceptent leurs responsabilités et qui sont éventuellement porteurs de projets? Et donc, du coup, le gosse, il n'est pas tout à fait dans l'équerre. Quel va être le petit chemin qu'on va faire pour trouver une aide par rapport à cet enfant et ce cas-là bien précis? Bonjour à tous, Aurélie Renard de la société 6x10. Je suis moi-même auto-entrepreneuse, du coup comme Christopher. Et du coup, 6x10, pourquoi 6x10? Parce que je suis moi aussi handicapée. Et je me suis rendu compte que dans l'emploi, malheureusement, encore dans certaines entreprises, il y a encore beaucoup de mal. Ils ont encore beaucoup de mal à nous recruter parce que on n'est plus lent que quelqu'un d'autre, mais comme on disait, je ne sais plus lequel de vous disait qu'en fait, on prend des chemins différents et je crois que c'est Christopher, et qu'on arrive finalement au même but. Et moi, je rajouterais même qu'on arrive au même but, voire même plus détaillé. Moi, par exemple, j'ai tous les 10, notamment la dyspraxie et les troubles dysexécutifs qui font que, je suis aussi HP et TDAH. Donc, c'est vrai que j'ai un cerveau vraiment différent. Mais au lieu de prendre les autoroutes, je prends les petits chemins. C'est à peu près comme ça que je l'explique souvent. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que cette faculté, en dehors du fait que ce soit un handicap, c'est aussi une force. Et moi, vraiment, dans mon entreprise, c'est ce que je veux faire. Voilà.
Alors, si je peux répondre à ce que tu dis, enfin, c'est exactement ça que je pense aussi, moi. C'est-à-dire que la différence crée justement une richesse. Ça veut dire que la perception des choses et la perception de chaque travail va être différente avec chacun par rapport à sa sensibilité, par rapport à justement comment il perçoit ces choses. Et je pense que pour une entreprise, que ce soit dans la communication, dans le marketing ou même dans les idées pour faire progresser l'entreprise, je pense que ça peut être vraiment une valeur ajoutée pour justement créer quelque chose de différent qui va apporter un besoin pour un client, plutôt que de rester dans les trucs où les gens sortent de l'école, ils récitent en fait leurs leçons, c'est toujours la même chose et il n'y a rien de différent. Et je pense qu'avoir quelqu'un comme toi dans une société, je pense que moi ça peut être une richesse. Après, certes ça peut prendre du temps, mais sur le long terme c'est toujours gagnant. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais je pense vraiment que faut vraiment être, comment dire, faut vraiment essayer de mettre en valeur ça. Et je pense que des gens dans ton cas ou dans différents cas, je pense que le fait de se présenter de cette manière fait justement que ça crée une attention particulière à un employeur ou même à tu vois, tout à l'heure tu disais que le mettre sur le CV, je le mets pas. C'est malheureux de le mettre, mais je pense que ça devrait justement être un atout et au moins prendre le risque de rencontrer cette personne parce que ça peut apporter quelque chose de différent et de plus riche à mon avis. Je rebondis juste, Pierre, sur ce que tu viens de dire. Alors effectivement, c'est vrai que pour moi, la RQTH, c'est un avantage. Alors, c'est quoi la RQTH? Reconnaissance qualité travailleur handicapé. Voilà. Les footballeurs, faut pas les rouler. Après, moi, je le vois comme un avantage parce que, bon, c'est vrai que je veux pas forcément une entreprise qui soit là en me disant bon, bah, je vous remplace parce que vous avez été RQTH. Moi, comme ça va me permettre de filtrer et de sélectionner les entreprises qui vont être aptes à m'accueillir, si tu veux, et aussi de montrer que, voilà, je suis handicapée. Mais comme du coup Christopher qui est déficient visuel, si je ne me trompe pas, il a développé une meilleure ouïe par exemple, il y a un meilleur toucher comme tu disais. Moi, par exemple, en étant dyspraxique, j'ai du mal à avoir une bonne mémoire visuelle. Par contre, j'ai une excellente mémoire auditive. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve beaucoup de dyspraxiques qui sont comédiens, acteurs, etc. Donc voilà, il y a un avenir pour nous, il y a un avenir pour tout le monde même. Hein. Et j'aimerais terminer avec une citation d'Einstein, qui lui était d'ailleurs dyslexique, dyscalculique, au potentiel et TDAH. Bon, voilà. Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il va penser toute sa vie qu'il est stupide. Voilà. Merci. Merci pour ce joli témoignage, plein d'espoir. Il y a une réaction là-bas. Bonjour, Monsieur Yves Camille, conseiller en insertion professionnelle chez ADS 45 et aussi titulaire d'un bac pro en menuiserie bois. Et donc ma question pour Monsieur Maublanc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui dans votre parcours vous a permis à un moment d'adapter un métier à vos capacités. Parce que voilà, comme j'ai passé un diplôme en menuiserie, effectivement on travaille beaucoup avec la vue, parce qu'on est avec des machines dangereuses, avec des outils dangereux. Et comment vous avez pu vous adapter à cette situation finalement, en faire une force? Alors déjà, il faut savoir que avant tout, je suis autodidacte. Donc étant passionné par le bricolage en général, tout ce que je sais faire aujourd'hui, je l'ai toujours appris seul. Et alors m'adapter. Alors pour tout ce qui est environnement de travail, déjà, ça reste du bon sens comme quelqu'un de valide. Parce qu'encore une fois, si on travaille dans le bazar, on prend du risque. Et pour tout ce qui est utilisation de machines, je fais très attention. Je fais pas attention, mais je fais très attention. Oui, oui. Je vais tracer des traits plus épais pour avoir des coupes à réajuster éventuellement.
Mais sinon, voilà. Et puis je joue avec la lumière, si j'ai pas assez de lumière, si j'en ai trop. Mais l'adaptation et l'apprentissage, au final, je la fais au fur et à mesure, tout seul. Je me débrouille. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si en partie, du coup, ça m'amène à la deuxième question. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, pour l'élaboration de votre projet et sa réalisation, vous a permis finalement de réussir, de passer outre toutes ces barrières qui, au départ, peut-être vous empêchaient de vous mettre à la place d'un employeur finalement? Qu'est-ce qui m'a poussé à créer l'entreprise? Et qui vous a permis de réussir votre projet aussi? Alors, après, c'est personnel, mais je vais le dire quand même parce que j'en suis fier. Quelques mois avant de créer mon entreprise, après un énième échec professionnel, j'ai été au plus bas. Et je vais faire court parce que sinon je vais être ému. Et à cette époque-là, ma fille de 5 ans m'a pris dans ses bras et m'a dit « Papa, tu es le meilleur des bricoleurs et tu y arriveras ». Et voilà, ce qui me pousse à avancer. Merci. D'autres questions? Un autre témoignage? Non? Tout le monde a dit ce qu'il avait envie de dire. Nos invités aussi, j'espère. Alors on va clore cette matinée avec à nouveau Monsieur Sartier qui va venir conclure nos échanges. Je cède le micro. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense qu'on a eu une matinée riche avec beaucoup de témoignages. En tout cas, moi, je trouve ces matinées toujours avec beaucoup d'humilité et beaucoup de pêche à la fin, en disant il y a beaucoup de choses à faire et en même temps, il y a déjà beaucoup de choses de faites et l'exemple, il est devant nous. Il est vraiment là. Alors en même temps, des problématiques clés qui ont été rappelées ce matin. À chaque conférence tour, on voit quelques éléments qui se dégagent, notamment la problématique de l'information, quel service, quelle accessibilité. On a parlé beaucoup d'accessibilité, mais c'est un sujet majeur dans tous les domaines. On a parlé plutôt d'accessibilité physique, mais on peut parler de l'accessibilité de la formation, on l'a évoqué aussi. Et finalement, on a parlé de la formation des personnes, et beaucoup, si je retiens un élément, c'est finalement, si on veut réussir notre société inclusive, vrai défi sociétal, ça a été rappelé, c'est d'accélérer la professionnalisation des professionnels pour faire finalement du handicap un réflexe professionnel. Je dirais ça comme ça, consiste à dire finalement dans notre job, chacun dans notre domaine, on doit être en capacité, comme on est, je dirais, professionnellement, on doit avoir un certain nombre d'éléments, on doit avoir le réflexe professionnel de savoir finalement intégrer le handicap dans notre vie. Et l'échange était assez intéressant sur la formation de menuisier, pour faire court. Non, c'est possible pour tout le monde. Il faut le mettre en réflexe, ça doit être possible. Alors, en même temps, on l'a vu, cette accélération ne va pas se faire en un jour. On a heureusement des exemples, banals parfois, mais ces exemples-là, ils sont forts. Et ça doit nous permettre de construire une vraie dynamique collective derrière, globale. Et dans cette dynamique inclusive, on vous propose d'ailleurs à l'AGFIP de continuer à montrer l'exemple. On propose ça aux entreprises en se déclarant activateur de progrès, ce qui permet aussi de montrer que c'est possible, qu'on peut toujours aller plus loin et que cette notion de rendre le handicap banal, normal, finalement de passer de l'inclusion à la normalité, c'est vraiment ce que l'on doit faire tous les jours, puisque, on l'a dit aussi, les différences, c'est des compétences, c'est finalement de la richesse pour notre société. Et puis, bonne journée à tous et à très bientôt, et merci à tous. Merci beaucoup, Anna.